Après la séparation de la communauté des zélateurs du reste de l'association du Sacré-Cœur, le père Coudrin et la mère Henriette sont en quête de reconnaissance de leur projet de congrégation par l'Église. Malgré une approbation par les vicaires capitulaires de Poitiers, l'absence d'évêque ne permet pas d'approbation définitive. Un personnage providentiel va surgir, Monseigneur de Chabot, un oncle de la mère Henriette. Anciennement évêque de Saint-Claude, il a dû remettre sa démission, comme tous les autres évêques, en vertu du nouveau concordat signé entre le Saint-Siège et la République française le 15 juillet 1801. Le 16 avril 1802, il est nommé évêque de Mende et y emmène avec lui le père Coudrin, dont il fera l'un de ses vicaires généraux. Quelques mois plus tard, une communauté de zélatrices s'installe dans l'ancien couvent des Ursulines, à la sortie de la ville de Mende, avec une école gratuite. L'évêque leur accorde le statut de congrégation diocésaine. Mais le zèle du père Coudrin ne tarde pas à lui attirer quelques inimitiés au sein du clergé et des pouvoirs publics. Le 23 avril 1804, alors que la police s'apprêtait à mettre la main sur lui, il est prévenu de justesse et part à Paris en compagnie de l'évêque, où tous deux comptent bien s'expliquer avec les autorités. Mais la conspiration contre le père Coudrin est trop forte, et rapidement il est convaincu qu'il ne pourra jamais retourner à Mende, sous peine d'y être arrêté. L'avenir de la congrégation se dessine désormais à Paris. À quelques centaines de mètres de la place, où quelques années plus tôt ont été guillotinés notamment le roi Louis XVI puis la reine Marie-Antoinette, se trouve la paroisse Saint-Roch. En 1792, les prêtres de cette paroisse avaient compté parmi les victimes des massacres de septembre à la prison des Carmes. Introduit par le père Perrin qu'il avait connu à Poitiers, auprès du curé de la paroisse le père Marduel, ce dernier ne tarde pas à lui proposer de monter en chaire. Ces prêches rencontrent un grand succès, incitant les personnes qui les entendent à aller se confesser. Il y prêche notamment le 30 décembre 1804, alors que le pape Pie VII, venu à Paris à l'occasion du sacre de Napoléon Ier, se trouve dans l'église. La mère Henriette, qui l'a rejoint à Paris, est descendue dans le quartier de cette église, rue d'Argenteuil, chez une des pénitentes du père Coudrin. Quelques mois plus tard, elle s'installe avec 7 ou 8 sœurs dans une maison à proximité, rue de la place Vendôme. À l'endroit de cette rue, qui n'existe plus, fut construite plus tard cette grande place où l'on trouve les plus grands bijoutiers de Paris. Les deux fondateurs vont ensuite tourner leur regard vers un lieu situé dans le faubourg Saint-Antoine, un quartier en dehors de la ville, en face de la porte où se situait l'ancienne prison de la Bastille. Sans doute introduit par des paroissiens de Saint-Roch et par les hautes relations de la mère Henriette et de son oncle, il fréquente régulièrement le numéro 7 de la rue de Picpus. Le site est celui d'un ancien couvent des chanoinesses de Saint-Augustin. Situé à moins de 500 mètres de la barrière du trône, au pied de laquelle s'est tenue la guillotine durant 1 mois et demi en 1794, ce terrain avait été choisi pour être le lieu d'inhumation des personnes exécutées dans des fosses communes. Chaque jour, un sinistre convoi entrait par cette porte pour décharger les corps pêle-mêle dans des fosses communes. Au total, ce sont 1306 victimes qui reposent dans ces fosses, dont les 16 bienheureuses carmélites de Compiègne. En 1796, la princesse Amélie de Hohenzollern, dont le frère repose dans ces fosses, a racheté le terrain. En 1803, les familles des victimes ont acheté ce qui reste du couvent et les terrains attenants. L'oratoire devient un lieu de prière pour les victimes de la terreur, dont le père Coudrin devient le chapelain. Une longue allée partant de l'oratoire mène aux fosses communes, à proximité desquelles a été établi plus tard un cimetière pour les familles des victimes. Zélateurs et zélatrices ne tardent pas à investir ce lieu. En 1805, Monseigneur de Chabot, qui n'est plus évêque de Mende, et le père Coudrin
s'installe dans 2 maisons contiguës de la rue de Picpus, situées probablement en face de la chapelle actuelle, à l'emplacement de ce garage. Monseigneur de Chabot obtient pour ces 2 maisons l'exemption curiale. Mais après sa mort en 1819, le curé de la paroisse Sainte-Marguerite, dont les maisons dépendent, voudra faire valoir ses droits. Le père Coudrin s'y opposera, mais finalement l'archevêque de Paris ne lui donnera pas raison. Les emplacements des lieux qui ont été habités par nos fondateurs et des membres de la congrégation naissante s'étalent du numéro 33 de la rue de Picpus au numéro 39. Du temps des fondateurs, plus de 700 personnes, frères, sœurs et pensionnaires du séminaire et des écoles, ont vécu dans l'ensemble de ces bâtiments, au bon soin de la Bonne Mère. Le numéro 33 correspond à l'ancien emplacement du collège, du noviciat et du séminaire. Le collège dut fermer en 1828 à cause des ordonnances interdisant aux congrégations religieuses non autorisées d'enseigner. Juste à côté a pris place un autre bâtiment dédié à la formation, la Sorbonne Nouvelle. Au niveau du numéro 35 se trouvait l'oratoire. Dans la cour intérieure se trouve encore la maison qui a servi aux écoles pour les pauvres. Et au fond de la cour se trouve encore l'ancienne aumônerie, où le bon père a rendu le dernier souffle le 27 mars 1827. La chapelle actuelle, construite à partir du bâtiment d'origine de l'oratoire, a été bénie par Monseigneur Bonamy en 1841. Sur les murs des 2 chapelles sont apposées de grandes plaques de marbre blanc qui portent les noms des 1306 victimes de la Terreur inhumées dans les fosses communes. Pour chacune des victimes figure la date de son exécution, son numéro d'ordre, son âge et sa profession. Dans la chapelle latérale de gauche trône la statue de Notre-Dame de Paix, une des statues miraculeuses les plus vénérées de Paris avant la Révolution, remise en 1806 à la Bonne Mère par une des pénitentes du père Coudrin à l'église Saint-Roch. Dès 1826, on pose la statue sur la tête des frères et des sœurs qui partent en mission pour demander la protection de la Vierge. Au niveau du numéro 39 se situe l'hôtel Bigot, dans lequel a habité d'abord Monseigneur de Chabot, avant que les sœurs ne l'occupent. L'aile qui se trouve sur la gauche a été ajoutée. Elle se situe à l'emplacement de l'ancienne chapelle du couvent des Chanoinesses. L'autre aile a également été ajoutée dans un second temps. Ces 2 ailes sont occupées aujourd'hui principalement par un foyer d'étudiants. La chambre de la Bonne Mère, devenue un oratoire, se trouvait au premier étage de l'hôtel Bigot. La Bonne Mère y a passé l'essentiel des 5 dernières années de sa vie, paralysée du côté droit suite à un malaise. Elle s'y est éteinte le 23 novembre 1834. En traversant l'hôtel Bigot, on aboutit à une cour arborée, d'où l'on peut voir un côté de la chapelle. L'accès par le numéro 37 est le plus utilisé aujourd'hui. Ce bâtiment donnant sur la rue semble avoir été construit entre 1840 et 1850. Par une cour intérieure en longueur, il permet de rejoindre la cour arborée, sur laquelle donne l'hôtel Bigot.
Le bâtiment en briques rouges a été ajouté dans la seconde partie du XIXe siècle. Le village de Picpus est aujourd'hui un lieu où cohabitent diverses communautés d'églises. En plus d'une communauté de sœurs et une communauté de frères des Sacrés-Cœurs, s'y trouve une autre communauté des sœurs, les Sœurs de l'Enfant Jésus, la maison de propédeutique du séminaire de Paris, ainsi qu'un foyer d'étudiants du diocèse de Paris. Au fond du jardin, au sein du cimetière, ont pris place nos deux fondateurs. Depuis le ciel, auprès du Père, ils continuent d'intercéder pour que nous puissions poursuivre à leur suite l'œuvre de Dieu, au service de laquelle nous avons été appelés.